Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre tribune de décryptage des faits marquants de l'actualité nationale. Et nous avons un invité ce soir pour l'écouter sur des sujets que nous avons retenus. Le premier a trait donc à ce communiqué publié par Adrien Roumbegui en ce qui concerne donc le choix, les spéculations concernant c'est un choix donc, de candidature. Vous le savez, nous allons pouvoir décrypter un peu ce communiqué. Le deuxième, c'est bien l'installation des comités ad hoc de candidature au niveau du parti. Les démocrates, le duo candidat pour la présidentielle du 12 avril 2026 est attendu, très attendu d'ailleurs. Et au lendemain de cette installation, Daniel Eda, candidat déclaré à la présidentielle de 2026, a rejoint le navire LD. Il est désormais militant donc, de ce parti politique. Comment notre invité pourra analyser ces différents sujets? C'est avec bonheur que nous retrouvons donc Dr Paul-Marie Ouessou. Il est théoricien de la gouvernance d'État. Dr Paul-Marie Ouessou, bonsoir. Bonsoir, bonsoir téléspectateurs. Merci pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Vous avez lu le communiqué de Adrien Roumbegui. Vous savez, le 31 août dernier, la majorité présidentielle a désigné donc son porte-étendard, Romuald Wadagni, donc conduira justement cette quête-là pour la succession de Patrice Talon. Et puis une visite à Adrien Roumbegui, par la suite des spéculations. Adrien Roumbegui était-il opportun donc, pour l'ancien président de l'Assemblée nationale de faire sortir ce communiqué? Oui, je crois que c'est normal. C'est normal dans l'atmosphère qui a été créée depuis, vous le savez maintenant, depuis janvier, autour d'Adrien Roumbegui. Oui. Et aussi dans cette ambiance que me semble créer la tendance de la mouvance présidentielle qui veut faire croire à tout le monde que tout le monde adhère au choix d'un certain candidat. Vous comprenez que dans cette ambiance où tout semble flou et que tout semble ne pas être clair, que Adrien Roumbegui, comme à son habitude, je crois qu'il a toujours, quand les élections s'approchent, toujours demandé à ses militants d'être sereins, de prendre le calme, jusqu'à ce qu'une annonce ne soit faite. Vous vous rappelez l'épisode avec entre Kérékou et Soglo qu'il fallait choisir, ça a pris du temps, mais il a fini par basculer d'un côté. Ça a été le cas également, je crois, avec Zissou. En 2016. En 2016, où il a pris son temps, mais il a fait l'annonce. Donc, je crois que Adrien Roumbegui ne voulait pas qu'on parle à sa place ou qu'on dise les choses à sa place, que, comme d'habitude, qu'il soit maître de sa communication. Mais il a profité quand même de la publication de ce communiqué pour pouvoir, en quelque sorte, régler les comptes. Parce que quand il parle d'un certain nombre de prises de position antérieures, on pourra dire qu'il n'était pas seulement sorti au travers de ce communiqué pour pouvoir parler donc de son soutien ou non. Non, mais je ne crois pas qu'il règle des comptes. Ou s'il veut régler des comptes, nous sommes en politique. Et puis Adrien Roumbegui, il a pris tellement de coups, et donc permettez-lui aussi d'en donner. Mais ce que moi je perçois à travers les explications ou la contextualisation de son communiqué, c'est que, vous savez, il a pris une position en début d'année qui était claire, que malgré que j'appartenais, il faut bien le dire, en gardant les choses au passé, parce qu'on ne sait pas ce qui est actuel, mais malgré que j'appartenais à la mouvance, je souhaiterais voir un pays gouverné avec un peu plus de démocratie, un peu plus de liberté. C'est pour cela que nous sommes allés à la conférence nationale. C'est pour cela que j'ai pris sur moi le risque de venir au Bénin, ici, pour que nous puissions organiser cette conférence nationale. J'ai fait les luttes des années durant. Et je voudrais voir cela se traduire dans les faits
dans cette gouvernance à laquelle j'appartiens. Mais vous le savez bien. Mais malheureusement, on est déjà proche de la fin de cette gouvernance avant qu'ils ne rompent le silence. Oui, mais je crois qu'on dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et il fallait quand même à un moment donné le faire. Il a donc fait. Et je crois que la mouvance aurait gagné à plutôt l'écouter que de faire le lynchage auquel... Vous semblez que la mouvance ne l'a pas écouté? Le lynchage, est-ce que ça vient de la mouvance? Ben écoutez, je crois qu'il y a eu des ministres, enfin les ministres, qu'ils soient ministres conseillers ou pas, ce sont quand même des ministres qui sont de la mouvance, n'est-ce pas? Et qui l'ont lynché et presque injurié dans ce pays. Et donc le lynchage médiatique auquel il a été exposé après sa sortie et tout ce qui a été dit, et puis aussi ce qu'il a rappelé, qu'il a rappelé dans son communiqué, et tout ce qu'il subit juste pour avoir pris cette position. Il parle du calvaire. Oui, voilà, donc tout cela, vous comprenez que on ne peut pas être en train de souffrir le martyre et dire en même temps que celui qui me fait souffrir le martyre, c'est lui qui est celui qui est bon pour nous conduire, pour nous permettre d'aller de l'avant. Ce n'est pas la même personnalité. Non, mais parce écoutez, que quand vous êtes ministre, vous répondez et vous vous soumettez donc au chef d'orchestre, mais quand vous voulez devenir ou quand vous êtes président, ça change les rôles. Non, écoutez, ne soyez pas aussi naïf que ça. Quand vous êtes ministre et que vous n'êtes pas d'accord avec le chef d'orchestre, vous lui dites que je ne suis pas d'accord. S'il n'est pas d'accord avec vous, vous sortez du navire. C'est facile. Non, vous sortez du navire. Qu'est-ce qui n'est pas facile? Ce n'est pas facile de dire, moi, je veux sortir du navire. Si je ne suis pas d'accord avec votre orientation et que vous faites les choses, mais écoutez, je vais vous dire simplement que moi, je ne suis pas de votre orientation et je ne peux pas continuer avec vous. Mais si je reste jusqu'à ce qu'on me porte au niveau candidat pour la succession. De candidat pour la succession, mais écoutez, vous voulez me dire maintenant qu'il y a une différence de pensée entre les deux? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vrai qu'il est associé. Hein? Bon, on n'est pas en train de parler du bilan de Wadaye, mais il est associé donc à la gouvernance. Mais... Non, il est acteur de la gouvernance. Il n'est pas associé à la gouvernance. Il est acteur de la gouvernance. N'essayez pas de blanchir ce qui est noir. C'est noir, c'est noir. Ou bien c'est rouge, c'est rouge. Ou bien c'est jaune, c'est jaune. Écoutez, il est acteur de la gouvernance de Talon. Talon ne peut pas. Talon, c'est le président de la République. Tout à fait. Le président de la République a sa fonction, ses charges et ce qu'il doit faire. Et un ministre est un ministre. Tout à fait. Et le ministre fait ce qu'il va faire. Et le ministre n'est pas le président. Non, le ministre n'est pas le président, mais le ministre est comptable du bilan de l'ensemble. Parce que le président n'est pas seul. Ou bien, je ne sais pas, le président n'est pas seul. Mais c'est lui qui est élu. Qu'il soit élu, et on l'a élu pour qu'il forme une équipe pour diriger notre pays. Exactement. Donc maintenant, pourquoi nous voulons sortir quelqu'un de cette équipe et dire lui n'est pas comptable du bilan de ce qui est fait? Je n'ai jamais dit. Bon, alors, donc, donc je croyais que vous voulez me faire dire ça. Moi, je peux pas. Dire non, moi, je ne vois aucune différence. S'il y a, vous savez, je vais vous donner un exemple. Oui. Nous allions vers les élections, je ne sais plus, je ne peux plus me rappeler exactement l'année, mais c'est les élections où Jacques Chirac venait à la fin de son deuxième mandat. D'accord. Le président qu'on a condamné hier seulement, Nicolas Sarkozy, n'était pas d'abord d'accord qu'il pense même faire un troisième mandat. Et le président ne voulait pas qu'il promeuve Villepin, par exemple, qui était aussi quelqu'un qui pouvait assumer la fonction. Alors, Nicolas Sarkozy est sorti et il a dit qu'il ne peut pas avoir de troisième mandat et que lui, il est candidat. C'est clair. C'est clair. Si vous n'avez pas le courage de votre opinion par rapport à quelqu'un, comment vous voulez qu'on vous dissocie de cette personne? Bon, vous savez que certains observateurs vous diront que l'illustration que vous avez donnée, ce n'est pas le même contexte. Non, mais écoutez, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas les mêmes situations, ce n'est pas les mêmes choses là. Ce qui est clair lorsque, rappelez-vous,
Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac, c'est le même parti politique. C'était le même parti politique. Donc, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec une politique qui est mise en place, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec une option, vous le faites savoir et vous prenez vos responsabilités. Très bien. Mais si vous n'avez pas pris vos responsabilités, ne venez pas nous dire maintenant que vous n'êtes pas comptable de ce qui est fait. Voilà. Si vous allez, par exemple, vous allez, je caricature. Je ne crois pas que Romuald Wadani se ténérait d'être comptable de ce qui s'est passé. Bon, alors, donc, nous sommes d'accord avec cela. Revenons maintenant. Et là, Adrien Gouedi, vous comprenez maintenant que Adrien Gouedi prenne son temps pour dire qui il va soutenir ou qui ne va pas soutenir. Dans cette situation où il a été vitriolé, carrément vitriolé. Très bien. Il a tout de même rappelé que il faut une possibilité, il faut donc une diversité d'offres politiques pour pouvoir faire un choix, qui ne pourrait pas donner sa caution pour une candidature s'il y a une seule candidature. Par exemple, est-ce que ceux qui l'ont fait avant lui, peut-être ceux qui ont dit je soutiens la candidature de Romuald Wadani, alors que nous n'avons pas encore d'autres candidatures, notamment de l'opposition, est-ce que ceux-là ont failli quelque part? Ben écoutez, moi, je respecte chacun dans ses positions. Hein. Oui. Je respecte chacun dans ses positions. Ceux qui ont exprimé leur soutien pour le ministre d'État Romuald Wadani, vous voulez citer qui, par exemple? Vous voulez citer le ministre Batoko le président Batoko. Vous avez entendu le président Nicéphore Dieudonné Soglo le président et bien d'autres. Nicéphore Dieudonné Soglo. Si vous voulez que j'analyse ces déclarations de soutien. Bon, on n'analyse pas, mais est-ce que ces personnes ont failli? Parce que là, écoutez, chacun a son... estime. Batoko, oui. Le président Batoko n'a aucune base derrière lui, que je sache, politiquement parlant. Il n'a aucune base qu'il peut consulter ou ne pas consulter pour parler. Le président Soglo aujourd'hui n'a aucune base derrière lui qu'il peut consulter ou ne pas consulter avant de parler. Mais ce sont des voix quand même audibles. Ce sont des voix. Ce sont des voix qui ont été tout le temps audibles. Vous savez, le président Batoko peut dire que l'eau est chaude aujourd'hui et demain dire que l'eau est froide, la même eau, à la même température. Moi, c'est son choix. Il peut le faire. Il peut faire ce choix. Parce que c'est lui qui est sorti ici pour nous dire, et justement, c'est là où il faut tenir chacun comptable de ce qu'il dit. C'est lui qui est sorti ici pour nous dire que la gouvernance, qu'on ne respire pas dans cette gouvernance. Et on n'a pas encore franchi l'année, et puis on choisit quelqu'un de cette même tendance. Et s'il veut, moi, je peux l'asseoir et lui démontrer en quoi on n'aura aucune tendance différente de ce que nous avons eu jusque-là. Ce n'est pas la même personnalité. On revient encore sur le débat, ce n'est pas la même personnalité. Bon, on ne fera pas ce débat, mais je vous le dis que moi, si vous voulez, hein, on peut faire toute une émission là-dessus. Et nous ferons cette émission comme témoin. Oui. Et si jamais il arrivait que le ministre Wadani prend le pouvoir, vous allez voir ce qui va se passer. Je ne sais pas si ce que l'on pense, ce qui anime la personne, ça change lorsqu'on va au pouvoir. Je ne le pense pas. Je pense que le pouvoir révèle plutôt ce qu'on est. Et ce qu'on est, ce que le ministre est, a été révélé sur 10 ans que nous avons passé avec lui à la tête du ministère des Finances et de l'Économie. Donc, je ne sais pas ce qui va fondamentalement changer dans la direction que nous avons prise. D'ailleurs, ils disent que c'est la continuité. Donc, je ne sais pas qu'ils disent et qu'ils proclament que c'est la continuité, que lui, lui qui a cette expérience qui date de la Révolution, qu'ils ne comprennent pas les choses basiques qui sont que entre l'amitié et la politique, entre l'amitié et le pouvoir, il y a une grande différence. Il a choisi l'amitié, vous voulez dire? Bon, c'est ce que je constate. Puis s'il dit qu'il est père au fils ou à quelqu'un,
Bon, je ne sais pas si on devient père ou fils à quelqu'un comme ça. Bon, adoptif, on peut comprendre. Bon, en tout cas, au regard de ce communiqué de Adrien Ouegui, il parle de ce que l'empathie et donc l'amitié. L'empathie est une chose, mais le soutien à une candidature est une autre. Je voudrais quand même qu'on s'appesantisse un peu, docteur Paul-Marie Rouessou, sur ce pan de la déclaration de Adrien Ouegui quand il rappelle qu'il est le président d'un courant politique de la société béninoise. Est-ce que vous prenez ces mots à la légère? Non, du tout pas. Et c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de base. De base. De base. Quoi que vous pensiez du président Adrien Ouegui, les gens disent que ouais, le PRD est déjà à la mouvance avec les ministres qui sont au gouvernement, avec ceux-ci nommés. Et les députés, on a vu ces députés, des députés, oui. qui ont retiré le parrainage. Oui. Voilà. Oui, mais quoi que vous pensiez de cela, Adrien Ouegui a quand même une base, une base politique, une base d'électeurs. Et cette base, vous ne pouvez pas lui dénier cela, vous ne pouvez pas lui enlever cela, vous ne pouvez pas lui refuser cela. À la date où nous parlons, hein, vous ne pouvez pas lui refuser cela, vous ne pouvez pas lui dénier cela. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais au moins ça, personne ne peut lui enlever cela. Et à cette base, ce à quoi il nous a habitués, et c'est en cela que, bon, je trouve un tout petit peu de contradiction dans ce que lui-même il dit, hein, le président Adrien Ouegui, parce que, rappelez-vous, c'est lui qui est venu nous dire ses amitiés avec le père du président Zinsou dans le temps, et qui donc facilite et favorise son soutien pour le candidat Zinsou dans le temps. Oui. Je trouve qu'il y a une petite contradiction là, peut-être qu'il n'a pas fait attention à ça, mais ce qui est clair, c'est qu'il a une base et personne ne peut lui nier cette base, lui dénier cette base. Et personne ne peut aujourd'hui lui arracher cette base. Vous savez, ces personnalités, hein, Adrien Ouegui, je peux citer le président Moussou Bruno, je peux citer bien d'autres personnes, le professeur Albert Voidrey, etc., etc. Vous savez, au cœur d'une ébullition électorale, ces gens, ils sont sortis avec un seul mot et ça a changé tout. Ça a été le cas dans le passé et ça n'a pas changé jusqu'à ce jour. Ah, vous pensez que ça n'a pas changé parce que pour certains, la figure qu'incarne Adrien Ouegui, ça ne pèse plus? Bon, est-ce que ceux qui le disent ont-ils consulté la base d'Adrien Ouegui? Rappelez-vous, je vais vous dire... La base est désormais à l'UPR. Hein. La base Adrien Ouegui. Comment vous le savez? Parce qu'il y a eu quand même, je vais le dire ainsi, convoyage. Vous savez, depuis que le PRD est rentré dans l'UPR, les militants sont désormais UPR. Mais ne faites pas comme si vous ne savez pas tout ce qui s'est passé depuis janvier. Et donc non, ne faites pas comme si vous oubliez tout ce qui s'est passé depuis janvier et qui a repositionné un peu Adrien Ouegui. Vous pouvez parler de PRD qui est fondu, ou je ne sais pas si vraiment il y a eu alliance. Enfin, ça on a déjà débattu de ça, mais réellement, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a un lien entre Adrien Ouegui et un certain électorat dans notre pays. Ce lien va au-delà donc des contours du parti politique. Ce lien va au-delà d'un certain nombre de choses. Et comme je l'ai dit, c'est la politique à l'ancienne. Vous savez, la politique à l'ancienne, c'est que vous avez tout fait, et puis ils sont sortis, puis ils ont dit un mot, et puis tout a basculé. Rappelez-vous, donc il pèse toujours. Une personnalité comme Yahi, quand l'élection législative était en cours, il n'est pas sorti jusqu'à presque la veille. Il est sorti une fois. Regardez comment ça a fait basculer les choses. Donc, vous savez, il y a encore des personnalités dans notre pays qui ont cette aura-là de pouvoir
de pouvoir communier avec l'électorat d'une certaine manière. Et donc, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. Moi, je crois que la mouvance ferait mieux de peut-être lui essuyer les larmes et de lui faire des coucous dans les oreilles pour qu'il puisse... quoi concrètement? Ah, mais écoutez, ils savent... Les intérêts? Ils sont allés avec la méthode d'affrontement. Depuis que le président Adrien Gouedi s'est prononcé à la suite des vœux qu'on est allé lui présenter, ils s'y sont pris avec l'affrontement, la confrontation. Vous n'avez pas dit affrontement parce que formellement, vous n'avez pas eu donc un membre de gouvernement qui l'a fait véritablement. C'est des cas isolés, il ne faut pas pouvoir généraliser. Non, jusqu'à ce qu'un ministre conseiller parle, je ne sais pas. Vous isolez ça du gouvernement? Non, excusez-moi. Est-ce que vous isolez un ministre conseiller du gouvernement? Puisque vous parlez de Rachid Gbadamassi. Bon, moi, je n'ai pas appelé son nom. Non, vous avez parlé. Nos téléspectateurs ne sont pas dupes. Quand vous parlez de Rachid Gbadamassi, oui, il n'a pas parlé en tant que ministre conseiller. Oui, bien évidemment. Je suis désolé. Non, écoutez, je suis désolé. Pour vous, vous ne dissociez pas. Je suis désolé. Oui. Je suis désolé de vous dire ceci. Oui. À partir du moment où on vous a accroché un titre, oui, votre langage, quel qu'il soit, quand ça devient public, c'est mêlé au titre. Il n'y a aucune dissociation à faire. Personne ne peut me dire, moi, me convaincre qu'il y a un cloison entre Rachid Gbadamassi, ministre conseiller, et ce qu'il va déclarer sur le terrain, et ce que Rachid Gbadamassi est individu indépendamment de son titre gouvernemental. En fait, personne ne peut me démontrer cela. Vous le dites ainsi... Lorsque vous avez un titre, oui, et quand ce titre est encore en cours, oui, vous êtes encore en fonction, toutes les déclarations que vous faites, vous pouvez pas dissocier les déclarations de qui vous êtes. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, quand il prend la parole, et il prend la parole souvent, et avec des invectives vis-à-vis des personnalités, Batoko lui-même, le président Batoko, il est passé par là. Et quand il le fait, oui, vous allez me dire que vous constatez qu'il y a un Rachid Gbadamassi qui est différent de celui qui est ministre conseiller. Bon, c'est ça? En tout cas, il n'a pas été mandaté. Certainement qu'il n'a pas été mandaté par le gouvernement pour le faire. Mandat ou pas, vous savez, personne n'a mandaté un ministre d'aller dire à Parakou qu'il y a eu corruption ou qu'il y a eu... quel mot même il a utilisé? Qu'il y a siphonnage à grande échelle. Mais quand il l'a fait, tout de suite, on l'a débarqué, n'est-ce pas? Pourquoi on n'a pas fait la dissociation entre le ministre qui parle et la personnalité, le militant qui parle? Donc, je ne sais pas pourquoi vous voulez faire une distinction pour un autre qui aussi prend la parole régulièrement sans être interpellé ou sans qu'il ne soit recadré pour lui dire, écoutez, vous êtes maintenant ministre, vous n'êtes plus simplement militant, et comportez-vous comme ça, du point de vue verbal. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous auriez souhaité qu'il y ait peut-être pas d'affrontement vis-à-vis de Adrien Gouedi? Non, bon, il y a eu l'affrontement, ça, on ne peut plus réécrire l'histoire. Il y a eu déjà l'affrontement, et donc, ce que Adrien Gouedi fait aujourd'hui ne peut pas également là être dissocié, oui, de ce qu'il ressent. Je ne sais pas si vous voyez. Ce qu'il ressent en tant que personne aujourd'hui, et ce qu'il ira dire à ses militants, à sa base, puisque chacun, même si ça doit être une discussion, une concertation, chacun doit sortir des arguments, chacun doit parler, doit dire ceci, doit dire cela, mais il ne pourra pas aller le faire aujourd'hui, il ne pourra pas aller faire un discours devant ses militants aujourd'hui sans faire référence à ces choses-là qu'il a déjà citées dans son communiqué et dire que, ben, écoutez, si les gens m'ont fait ça, et s'ils continuent de gouverner, vous savez, s'ils m'ont fait ça, moi, qu'on peut considérer comme un arbre vert, qu'est-ce qu'il en serait de vous si continue de gouverner le pays? Et donc, moi, je pense que la mouvance ferait vraiment mieux de
de peut-être commencer un dialogue qui peut amorcer, qui peut désamorcer cette colère donc, qui continue de bouillir donc, chez Adrien Goumbedi, si tant est qu'elle veut et elle pense qu'elle peut encore obtenir quelque chose d'Adrien Goumbedi et de sa base. Et comme je le dis, la base d'Adrien Goumbedi, c'est une relation fusionnelle qu'il y a entre les deux, qui va au-delà de partis politiques. Et je ne pense pas que la base de Maître Adrien Goumbedi, rappelez-vous même dans ses communiqués, il a dit que dois-je aller dire à tous ceux-là qui étaient réunis dans le stade pour nous voir signer un contrat ou un accord. Donc, il y a cette relation fusionnelle entre les deux et personne ne peut lui arracher cela. Et personne ne peut le forcer à mettre cette relation-là à la disposition d'un groupe ou d'un autre. Très bien. Parfait. Merci beaucoup à vous, Dr Paul-Marie Rouessou. Vous parliez de Yahi, on en parle maintenant, puisque le président du parti Les Démocrates a donc installé les deux comités donc, en charge d'examiner les dossiers de candidature. Un premier comité ad hoc en charge des élections communales municipales et puis le deuxième comité ad hoc qui se chargera donc d'étudier et d'examiner un peu les dossiers de candidature pour les législatives et la présidentielle du 12 avril 2026. Le Parti Les Démocrates n'est pas pressé de désigner le duo candidat? Non. Non, voilà qui amène de la clarté dans les approches, de la clarté dans la façon dont chaque camp va gouverner demain. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu la méthode par laquelle le candidat de la mouvance a été désigné. Et moi, je cherche encore une explication à ça jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas encore d'explication. Mais voilà qui apporte une clarté dans l'approche, dans la méthode, dans la façon de faire, dans la relation avec soi et la relation avec les autres. Parce que, vous voyez, le fait d'installer des comités, puisque vous connaissez bien l'histoire, hein, le contexte dans lequel nous nous trouvons, le président Yahi à la tête du parti LD, dans tout le monde, y compris moi, à un moment donné, se disait que nous ne finirons pas à avoir les mêmes scénarios que 2016, où le président Yahi va un jour simplement plonger quelqu'un dans l'arène et dire voilà, c'est pour celui-là que nous devons tous voter, et puis se mettre, en tant que président du parti, à conduire le processus pour faire la campagne derrière celui-là. Bon, mais ce que j'ai constaté depuis un certain temps, c'est que depuis moi qui ai été suffisamment critique vis-à-vis du parti, n'est-ce pas, j'ai constaté que on a tous les leaders qui peuvent émerger, qui peuvent être positionnés ici ou là, tous ont été missionnés pour aller sur le terrain, pour convaincre les électeurs, pas pour convaincre les électeurs à voter pour eux, mais pour convaincre les électeurs que la seule alternative à ce que nous avons en place comme gouvernance, c'est les LD. Et depuis donc quelques mois, on a vu cette déferlance dans le pays de militants LD de militants LD rencontrant des militants de base, des élus LD rencontrant des militants de base. Et ce processus donc a mûri jusqu'à un niveau où maintenant le président Yahi lui-même est sorti une ou deux fois, je crois, récemment, pour aller, je crois, quelque part à Porto-Nouveau, et à Kétou, puis à Kétou. Et donc, on a vu ce processus et c'est au bout de ce processus et maintenant, étant dans la période électorale, que on met des comités en place. Et je suppose
qu'une fois que les comités sont mis en place et que les personnalités qui seront suggérées pour la candidature à telle ou telle élection seront retenues, que derrière ça, le président Yahi n'irait pas faire quelque chose d'autre, mais va rester dans le cadre de ce qui lui a été proposé pour nous sortir maintenant quels sont les candidats de ci ou de ça. De toute façon, ce qui est prévu. Mais on peut. Il y a la coordination nationale, il y a le Conseil national qui se penchera également sur les candidatures retenues. Voilà, mais on peut aussi faire confiance à ce qu'il a dit lui-même en disant que le président ne désignera personne. C'est ce qu'il a dit. Alors, pour moi, ce processus est suffisamment... C'est un signal fort que déjà le Parti Les Démocrates envoie par rapport au mode de désignation du candidat de la mouvance. C'est un signal fort que le processus ici est démocratique et qu'on peut toujours... On ne pourra pas dire que le processus de l'autre côté n'est pas démocratique parce que nous avons entendu qu'il y a des instances qui se sont regroupées. Les hautes directions politiques, direction nationale, des deux partis, notamment des deux grands partis. Bon, il y a le bureau politique qui a validé. Donc, certainement que chaque parti politique a son processus de validation ou de retention. Ce qui est sûr, chacun de nous croira ce qu'il croira par rapport à cette désignation. Et donc vous ne croyez rien, vous ne croyez pas. De ce qui a été dit là. Oui. Vous savez que la candidature du ministre d'État était, disons les choses comme ceci, la rumeur était enceinte de la candidature du ministre d'État depuis 2 ans. Vous le savez bien. Vous savez que Joseph Diogbenou également, et puis le maire de Cotonou aussi, et bien d'autres présidentiables. Oui, mais la rumeur était enceinte de cette candidature et la rumeur était enceinte de ce que cette candidature est portée par quelqu'un. Ah bon. Donc, vous pouvez croire ce que vous voulez croire par rapport au mode de désignation là-bas. Ils peuvent sortir et dire ce qu'ils veulent pour nous faire croire ce que nous devons croire par rapport à comment ils ont désigné le candidat. Bon, mais de toute façon, les militants, au moins ici, ne se sont pas plaints. Donc, le processus, c'est tellement démocratique. Bon. J'ai dit que vous pouvez croire ce que vous voulez croire. Donc, vous pouvez croire cela. Si c'est démocratique, c'est bon. Mais au moins ici, je vois quand même un processus en cours basé sur le dialogue, basé sur l'interaction, le dialogue, le souci d'inclure ou de faire de sorte qu'il y ait plus de participation possible à la désignation. Et imaginez-vous, ce n'est pas comment dirais-je, le fait de mettre les comités en place n'a pas encore abouti à une désignation. Et donc, on verra le processus. Mais tout ce que je dis et tout ce que je constate... On a très peu de temps tout de même. Oui, mais ça peut aller très vite aussi. Ça peut aller très vite aussi. Ça dépend donc du nombre de candidats qui se proposent et ça dépend du nombre de dossiers sur lesquels il faut statuer. Et aussi, n'oubliez pas que, comme on le sait, dans cette perspective, lorsqu'il y a un comité comme ça d'un certain nombre de membres, il y a toujours des campagnes qui se font à l'interne pour que les choses aillent très très vite. Donc, je pense que, pour moi, peut-être que les autres ont fait la même chose, comme vous le croyez, mais moi, je n'ai pas vu ça. Ce que je vois de ce côté, c'est qu'il y a des gens qui ont le souci de dialoguer ensemble pour aller vers des candidatures. Pas que, bon, un jour, on nous annonce que, bon, voilà, les candidats, et puis, bon, nous y sommes tous, quoi. Très bien. Quels sont les défis à relever, justement, par ces différents comités ad hoc de candidature? D'abord, d'aplanir les divergences au sein donc, du parti, c'est-à-dire toutes les tendances, de faire de sorte que le choix qui va être fait, que ce choix rallie
toutes les tendances au sein du parti, parce que vous savez qu'on entend dire qu'il y a telle tendance, qu'il y a telle autre tendance au sein donc, des démocrates. Là également, on ne peut pas dire avec certitude quelle est la tendance de ci ou quelle est la tendance de ça au sein de ce comité, mais ce qui est important, c'est que au-delà de toutes les tendances qui sont présentes au sein du parti, que le comité sort du chapeau des candidats. Oui. Parce que quand je parle de candidats, je ne parle pas que des candidats à la présidentielle. Il y a bien sûr des candidats législatives, communales et tout cela. Donc, que à chaque niveau, que sortent du chapeau des candidats qui font que sur le terrain, il y ait une certaine adhésion, qu'il y ait une certaine unanimité autour du fait que le travail a été fait de façon impartiale. S'ils peuvent, je crois, surmonter cette tendance-là déjà, donc à la partialité, surmonter la tendance à satisfaire un camp ou un autre, je crois qu'ils auront fait un grand pas vers la désignation d'un candidat qui peut être porté par tout le monde au sein du parti, comme nous avons eu l'impression depuis maintenant quelques mois que sur le terrain, on les voit tous aller ensemble, aller rencontrer les populations d'ici, aller rencontrer les populations de là, et tous communier comme ça, comme s'ils sont un, derrière la cause qu'ils défendent. Voilà. Très bien. Quel devrait ou quel est le niveau le degré d'influence du président du parti sur les choix des candidats? Écoutez, moi je pense que le président du parti a tous les pouvoirs. Tout. Comme on le sait ailleurs, le leader de la mouvance a tous les pouvoirs. Seulement, vous savez, votre qualité se trouve, ou la qualité de qui vous êtes, ne se trouve pas dans votre capacité à exercer les pouvoirs que vous avez, mais à savoir vous retenir pour donner de l'espace aux autres pour qu'ils puissent aussi exprimer une partie de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils peuvent, ou de ce qu'ils ont envie de voir se faire. Et donc, tout est permis, tout n'est pas utile. Tout est permis et tout n'est pas utile. Et je crois que le président Yahi a suffisamment d'expérience. 10 ans à la tête de notre État, et puis aussi tout ce qui s'est passé après les 10 ans, il a suffisamment d'expérience pour savoir qu'il faut qu'il fasse comme celui qu'il nous présente souvent, et qu'il faut qu'il fasse de sorte qu'il soit comme Jean-Baptiste, pour un peu faire allusion à sa tendance beaucoup biblique ces derniers temps, qu'il fasse comme Jean-Baptiste. Il faut que moi, je disparaisse pour que lui soit. Et il faut que le président Yahi puisse véritablement devenir un Jean-Baptiste dans cette période pour que les choses soient. Parce que, comme il le sait lui-même, depuis la BOAD, aller à la tête de l'État, à diriger l'État, ça peut être la fabrique des hommes, mais il y a aussi la main de Dieu là-dedans. Et donc, moi, je crois qu'il faut qu'il puisse simplement ressembler à Jean-Baptiste pendant cette période et tout ira bien. Et curieusement, au lendemain de l'installation de ces comités ad hoc de candidature, Daniel Eda, membre du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition, précédemment, donc quelques semaines avant ou quelques mois avant, il a déclaré sa candidature pour la présidentielle du 12 avril 2026. Le voilà aujourd'hui, membre militant du parti LD. Pour vous, vous qui commentez l'actualité politique, c'est anodin?
Bon, permettez-moi de sourire un peu là, parce que, vous savez, je n'ai pas été tendre avec lui récemment quand il a déclaré sa candidature et que j'étais appelé à commenter cette déclaration de candidature. Je n'ai pas été tendre avec lui parce que, justement, je voyais quelqu'un isolé dans un système qui a été structuré, restructuré et vissé, et qui, dans son isolement, se déclare candidat. Et puis aussi, bon, pour la plupart de ce qui a été dit dans la déclaration de candidature, je n'ai pas vu ça comme... je n'ai pas vu des éléments clés que moi je peux rechercher dans un projet de société. Et je n'ai pas été tendre avec lui. Mais là, ce qu'il a fait là, me montre que c'est quelqu'un qui peut, à un moment donné, savoir se dépasser. Savoir se dépasser. Parce que c'est ça qui manque à notre arène politique. Ou à notre landerneau politique, si vous voulez que j'utilise ce mot. C'est ça qui manque. La capacité aux acteurs de savoir se dépasser, de dire, bon, pour la cause supérieure, je laisse ma cause individuelle pour me fondre dans un espace où nous pouvons ensemble construire quelque chose. Et rappelez-vous notre hymne national. Enfant du Bénin debout. Est-ce que c'est au singulier ou au pluriel? Enfant, là. C'est du singulier qui est utilisé, mais c'est du pluriel en réalité. Puisqu'on dira après, bâtissons. N'est-ce pas? Donc, et c'est ce nous-là que nous devons tout le temps rechercher à construire. Et je crois que le pas que Daniel Eda vient de poser, c'est un pas d'hommes politiques qui recherchent de la hauteur dans ce qu'on appelle la politique. Parce que je constate que la politique se fait souvent chez nous à partir du dessous de la ceinture, quoi. Et excusez-moi le terme, et c'est dommage. Parce que lorsque la cause vous appelle et que la cause est au-dessus de vous, vous oubliez vous-même. Et je crois que c'est ce qu'il a fait. J'ai écouté un peu son interview. Est-ce que ce n'est pas dépit parce qu'il n'a pas les parrainages avec qui se tourner. Est-ce que ce n'est pas la piste qui s'offre à lui? Je ne pense pas qu'il soit obligé de se rabattre. D'accord. De se rabattre. On a vu des gens ici en 2021 aller contre les lois, dire « je suis candidat ». Même si certains ont fini en prison, que d'autres je ne sais pas, ont été vitriolés. Je vais utiliser ce mot pour ne pas dire autre chose que ça. Mais il pouvait maintenir sa position et dire « je vais à la recherche des parrainages au niveau de la mouvance ». Il peut le faire. Personne ne lui interdit ça. Il pouvait dire, je vais rechercher les parrainages au niveau de la mouvance, puisque la FCBE aujourd'hui a les parrainages au niveau de la mouvance. Et on sait que la mouvance peut donner les parrainages à des gens qui n'ont aucun parti. Vous le savez bien, en 2021, on a eu des duos, un duo au moins qui n'a aucun parti, qui n'avait aucun parti, mais qui était présent à l'élection présidentielle. Donc la mouvance peut aussi faire ce jeu, donner le parrainage à quelqu'un qui n'a pas de parti. Mais je voudrais quand même porter les gants en disant que Daniel Eda n'est pas totalement éloigné de l'arène politique. C'est-à-dire qu'il a un mouvement, n'est-ce pas, un mouvement politique, qu'il n'est pas totalement sans parti, comme on le dit. Mais la mouvance pouvait aller chercher son parrainage à la mouvance, puisque la mouvance en a à revendre. Mais qu'ils choisissent de se fondre comme ça dans
l'opposition que, vous savez, tous les médias qui comptent sur la place publique, je ne parle pas de Matin Libre. Matin Libre TV, hein, mais tous les médias qui claironnent la voix ou la propagande aujourd'hui nous disent que, bon, une certaine élection a gagné ou qu'un candidat a gagné, n'est-ce pas? Mais ils pouvaient se dire, ben, si l'élection a gagné, comme le disent ces médias-là, je bascule de l'autre côté. Mais il choisit d'aller du côté de l'opposition ou de rester du côté de l'opposition. Il y a des deals? Pardon? Il y a des deals? C'est sûr que, ben, écoutez, une adhésion comme ça, qui quand même, pour moi, n'est pas... Si moi, j'agite... enfin, je ne vais pas dire moi. Si un Béninois lambda agite son adhésion au parti Les Démocrates, ça ne va pas être un événement. Mais quand même que une personnalité, quand même, c'est une personnalité de notre pays. Quoi que vous pensiez, quoi que vous dites de lui, c'est une personnalité de notre pays. Qu'il brandisse comme ça une adhésion au parti, je crois que c'est un événement. Et je crois que cet événement, soit se fera sur la base de zéro, c'est-à-dire je viens comme un militant de base et puis je vais gravir les échelons, ou c'est fait sur la base de ce qu'il a un rôle à jouer dans les élections à venir et que ce rôle à jouer lui donne donc un statut au sein du parti. Voilà. Donc il y a les options, il y a les options d'explication. Il y a cette option de candidat à la candidature. Candidat à la candidature, que donc aussi au sein du parti et cette possibilité donc de voir sa candidature validée par le comité dont on vient de parler. Voilà. Très bien. Et donc les prochains jours nous réservent bien de surprises alors. Oui, bien de surprises, parce que moi, il y a beaucoup de noms qui sont agités au sein des LD. C'est vrai, moi, je ne suis pas au foyer des décisions des LD, ou je ne suis pas quelqu'un qui est du couvent. Il y a beaucoup de noms qui sont agités, mais je ne vois encore personne. Vous ne voyez encore personne? Personnellement, je ne vois encore personne. Jusque-là. En fait, quand vous dites vous ne voyez pas encore personne, en tout cas, nous-mêmes, nous ne voyons personne, mais quand vous le dites comme ça, ça signifie quoi? Non, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de personne capable de faire le job, comme le dirait l'autre. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de personnes capables de faire le job, mais je n'ai aucune fuite, je n'ai aucune information qui me dise que celui-ci se détache et qu'il est à la tête et qu'il peut être donc qui peut être celui qui va plutôt être désigné par les LD. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a personne pour le moment. Quels sont les critères non négociables ou devraient quels sont les critères auxquels devrait en tenir compte ce comité? Critères pour le profil du duo. Le profil du duo. Bon, vous savez, les critères, tant qu'on n'est pas allé au niveau de la base, enfin au niveau de l'électorat pour faire une étude sérieuse qui détermine les tendances ci ou ça, tous les critères qu'on peut suggérer sont subjectifs. Sont subjectifs. Mais tout ce que moi, je pense que le comité doit faire pour que celui qui est choisi puisse être vu par le peuple béninois comme un candidat qui peut faire face à la machine et qui est déjà mise en place de l'autre côté. Le critère que je vois le plus, c'est le critère de celui-là qui peut faire le consensus. De celui-là qui est un leader d'homme. Un leader d'homme qui peut-être qu'il appartient à un courant ou à un autre avant, mais qui doit pouvoir montrer qu'au-delà de ces courants-là, désormais, il est un leader qui peut
qui peut prendre le bras de tout le monde et conduire tout le monde vers la même cause, dans la même direction pour atteindre les mêmes objectifs. Je crois que c'est le critère le plus important. Tous les autres critères, c'est subjectif. On peut dire qu'il peut avoir un diplôme. Vous savez, le président, on a souvent agité ces derniers temps ici Harvard. Vous savez que le président qui est en train de diriger la première puissance au monde, où Harvard se trouve, n'a pas été à Harvard. Donc on n'a pas besoin d'aller à Harvard pour vraiment bien diriger le Bénin ou bien diriger le pays. Et on a besoin donc d'être d'abord et avant tout un leader d'hommes qui sait écouter les hommes, parce que nous savons ce que nous avons déjà et ce que nous voulons. Nous le savons aussi, c'est quelqu'un qui peut écouter les uns les autres. J'entends aussi beaucoup de gens dire « Ah, il faut qu'il soit jeune, il faut qu'il soit ceci ». On n'a pas besoin d'être jeune, mais on peut faire des choses pour les jeunes et faire des choses avec les jeunes. Et ça, il faut le retenir sérieusement. On n'a pas besoin d'être jeune, mais on peut faire des choses pour les jeunes et avec les jeunes. Je vais donner l'exemple encore une fois de Donald Trump. Regardez autour de lui les ministres. Ils sont tous jeunes. Tous. Vous allez voir quelques rares ministres qui sont j'ai vu la dernière fois le ministre des Travaux publics et des Transports qui est un peu âgé, on peut dire. Mais vous regardez autour de lui les ministres qui comptent, avec qui il est tout le temps. Vous regardez son vice-président, très jeune. Vous regardez le ministre des Affaires étrangères, très jeune. Et d'ailleurs, il les a proposés tous les deux. Il a déjà même dit que tous les deux sont susceptibles de le remplacer. Et regardez autour de lui la ministre de la Justice. Regardez, c'est rien que des jeunes. Et qui travaillent avec lui pour construire l'Amérique de demain. Donc je crois que ces critères de jeunesse, ce n'est pas important. Mais il y a un critère fondamental, c'est le critère pour moi de la connaissance de notre personnel politique. Parce que le personnel politique, on a besoin d'un leader, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais on a besoin d'un leader qui l'amène dans une certaine direction sans que ce ne soit nécessairement par la force et par la loi. Très bien. Voilà. Merci beaucoup à vous. On n'a pas vu le temps passer, hein. Docteur Paul-Marie Rossou, c'est la fin. Déjà, c'est quand même. C'est déjà la fin, malheureusement. On aura d'autres occasions. Hein. Votre mot de fin. Non, je voudrais quand même vous remercier de m'avoir invité vraiment pour la première fois dans vos studios que je trouve assez beaux. Merci. Je voudrais vous souhaiter du courage dans la période dans laquelle nous entrons, parce que ça va pas être facile. Je voudrais aussi souhaiter à tout le peuple béninois le courage et dire ceci par rapport au peuple béninois, que pendant 10 ans, ou presque 10 ans, ou même avant cela, nous avons vu notre capacité à peser sur les décisions politiques s'amenuiser de jour en jour. Et que nous allons vers une élection. Et cette élection, quel que soit ce qu'on vous dit, quel que soit ce qu'on vous fait penser, rappelez-vous que c'est la première des choses, c'est les bulletins que vous allez mettre dans les urnes. Et donc, il est nécessaire que nous tous, nous allions voter. Et après le vote, nous ferons confiance maintenant aux institutions. Je parle bien des partis politiques d'abord, et ensuite aux institutions qui sont chargées de délibérer sur le vote que nous allons faire, donc qui vont pouvoir... je leur fais confiance pour prendre les bonnes décisions et nous permettre d'avoir, pour une fois, depuis un certain temps, le vote du citoyen compté, plutôt qu'une décision qui presque surpasse le vote du citoyen. Très bien. En tout cas, c'est la décision. On a choisi ces institutions pour pouvoir
donc nous représenter. Donc on ne pourra pas dire que, je ne vais pas ouvrir une autre brèche, mais on ne va pas dire que ce n'est pas le vote du citoyen que nous avons au travers des élections antérieures. Je ne l'ai pas dit, bon, je ne l'ai pas dit, ce que je dis, c'est que le citoyen, cette fois-ci, n'a qu'à sortir pour aller voter. Parfait. Avant de penser autre chose, il faut d'abord aller voter. Très bien. Le dire ainsi, je crois que c'est plus clair. Hein? Ouais. Voilà. Merci beaucoup à vous, docteur Paul-Marie Ouessou. Vous êtes théoricien de la gouvernance d'État. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et donc, c'est la fin de ce numéro de Matin les politiques. On va se retrouver très incessamment. À très bientôt sur MLTV.